Et il va faire de plus en plus chaud ces prochains jours en France. Armez-vous de courage, soyez prudents aussi. La vague de chaleur continue de s'installer dans notre pays où le niveau d'alerte reste donc maintenu. 26 départements sont placés depuis ce matin en vigilance orange canicule. Les températures qui vont atteindre des niveaux records dont le pic pourrait être atteint et culminer localement à 40 degrés ces prochains jours. On va décrypter cette nouvelle vague de chaleur avec vous. Fabio D'Andrea, bonjour et bienvenue, je le disais, dans Paris Direct. Une première question concernant ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous estimez là aujourd'hui qu'on n'en est qu'au début de cette vague de chaleur? Ce qu'on nous annonce là pour les prochains jours va n'aller que crescendo. Ça va durer une semaine pour l'instant. En fait, les prévisions dans une semaine sont moins fiables, donc on ne voit pas encore la fin. On peut dire que ça va aller dans une semaine ou 10 jours. C'est long et c'est très très chaud. Les prévisions que vous en parlez, ça c'est intéressant. On arrive à prévoir sur plusieurs jours, mais on sent que de plus en plus la fiabilité est extrêmement complexe. Autant il y a 10 ans, quand on nous disait dans 3 jours il fera beau, autant aujourd'hui ça peut complètement changer du jour au lendemain, avec la canicule aussi. Non, je ne dirais pas ça. En fait, les prévisions du temps ont plutôt amélioré dans les derniers 10 ans. On sait prévoir les canicules avec quelques jours d'avance. D'ailleurs, on l'a fait, on a mis des alertes. Ce qu'on ne prévoit pas bien, c'est au-delà de la semaine, 10 jours ou au-delà. Donc, comme la fin de cette canicule va intervenir dans plus d'une semaine, pour l'instant, on ne sait pas exactement dire quand, mais ça va durer. Avec un pic, on nous dit, autour des 40 degrés, c'est ça? Quelle région va le plus souffrir? Ici. Donc, Paris va frôler les 40 degrés. On ne sait pas encore si on arrivera ou pas. Mais vous voyez, ce n'est pas vraiment 40 ou 39. Il faut se rappeler et garder à l'esprit qu'il faut prendre ces choses au sérieux. C'est très dangereux, la chaleur. Donc, autrefois, si on annonçait du beau temps, on avait un sourire, et moi, je n'ai plus de sourire. Là, il faut savoir que les canicules, c'est des événements très graves, surtout dans leur impact sur la santé. C'est des tueuses, et elles reviennent de plus en plus souvent, et elles vont aussi augmenter dans le futur. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Et tous ces phénomènes viennent avec leur cortège de victimes, mais aussi avec une étiquette de prix collée dessus. C'est des phénomènes qui sont très coûteux pour la collectivité, pour les entreprises. Donc ça va augmenter l'inflation et nos impôts. Surtout que le phénomène n'est pas le premier. On a déjà vécu un premier épisode. Alors, on avait dit caniculaire. Bon, je pense que les termes ont plus ou moins été bien utilisés, mais ce qu'il a fallu retenir, c'est le phénomène anticipé de la chaleur. C'était un dôme de chaleur en mai, inédit par sa précocité, là. Surtout pour son amplitude, pour sa chaleur. Donc, en termes relatifs, c'était aussi plus chaud que normal que maintenant. Sauf qu'en mai, il fait en moyenne un peu plus frais. Donc, on n'a pas à attendre des niveaux de température absolus aussi forts qu'on va avoir aujourd'hui. Mais c'était un phénomène également exceptionnel, si on peut le dire. Oui. Non, allez-y. Et la chose particulière à garder à l'esprit, c'est qu'une canicule comme ça qui arrive dans une période différente que d'habitude, donc on est habitué, même si ça arrive de plus en plus souvent, à avoir des canicules en août ou en juillet, arrive sur une société qui est dans une autre phase de son activité économique. Donc en août, on travaille beaucoup moins. Et les choses... Là, on est tous au bureau, à peu près, pour la plupart. Les enfants sont à l'école aussi, ça c'est un sujet. On voit les établissements scolaires, on commence à nous annoncer des fermetures de classe pour demain, pour lundi prochain. Exactement. Donc vous comprenez pourquoi le fait que des canicules arrivent aussi à des périodes où ils n'arrivaient pas avant, fait que l'impact est particulièrement fort et un peu différent de ceux à qui on est habitué. Donc, par exemple, vous faites l'exemple des écoles, c'est un très bon exemple. Nos écoles ne sont pas pensées pour avoir cette température-là pendant les cours. Quand il fait très chaud, l'école est fermée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des vacances en été. On demande aux parents de garder les enfants maintenant. Est-ce que l'État est en train de faillir face à ce dérèglement climatique? C'est ce qu'Oxfam vient de conclure aujourd'hui dans une prise de position assez tranchée. L'État faillit à protéger la population des risques sanitaires de l'urgence climatique. Ça, ce sont les mots qui ont été prononcés ce matin. Oui, moi j'aime pas le mot urgence parce que c'est quelque chose qui va pas passer. C'est pas un truc c'est pas une crise passagère. Elle est là pour rester, le changement climatique. Donc mais urgence dans le sens où il faut s'en préoccuper vite. Il faut faire vite parce qu'il faut faire des mesures d'adaptation dont on a absolument besoin pour se protéger, donc pour avoir moins de victimes dans le sens propre du terme de la santé et surtout moins de dépenses. Donc investir maintenant, on veut dire épargner beaucoup d'argent.
On voyait derrière vous, il y a quelques instants, ces images de Parisiens. Alors, c'est pas celle-ci. Sur le bord du canal Saint-Martin, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, a fait cette annonce sur les réseaux sociaux qui a été largement relayée. L'ouverture un peu plus tôt que prévu du canal à la baignade, donc pour les Parisiens. C'est suffisant, ça, pour vous? Alors, il faut avoir des spots de réfléchissement. Ça, c'est important. Il faut savoir où aller pour se reposer un peu. Dans notre petite dimension, dans notre bureau, on a fait ça. Au laboratoire, on a prévu des salles où il y a de la clim. Et si vraiment on n'en peut plus de travailler dans son bureau, on peut y aller et rester là. Donc ça, c'est une des mesures qu'on peut mettre en œuvre, mais en termes d'urgence. Mais il faut aussi penser à des mesures à plus long terme qui soient vraiment transformatives. Et il y en a une grande quantité. Si on veut rester sur l'exemple de l'école, par exemple, oui, on peut prévoir l'hydratation, les pauses, mais on peut prévoir aussi à installer des rideaux à l'extérieur. On peut aussi penser à végétaliser la cour de récré. Sauf que ça, c'est coûteux quand on les interroge au niveau des localités, des communes, les municipalités. Toutes répondent la même chose. Oui, c'est prévu, mais pas tout de suite. C'est très difficile de prendre ce genre de décision sur le court terme. On a tendance à renvoyer la balle à celui qui arrivera après parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais en fait, non. C'est un mauvais calcul, celui-là. En fait, ces investissements ont un retour sur un investissement assez rapide, malgré ce qu'on pense d'habitude, en termes de santé et de productivité. Vous voyez, tout investissement, par exemple, dans la végétalisation des villes, améliore la santé. Et l'amélioration de la santé, en fait, se monétise très rapidement. Et donc, en fait, investir en adaptation des changements climatiques n'est pas un mauvais investissement. C'est un très bon investissement. Alors, c'est ce que tente de montrer le gouvernement français dans ce contexte de canicule qui se répète. Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, a annoncé hier un plan endurance. On va en reparler avec vous dans un instant pour accélérer l'adaptation précisément du logement aux canicules. Cette série de mesures survient alors que le ministère de la Transition écologique présentait au même moment un premier plan du Plan national d'adaptation au changement climatique, c'est le PNAC. Il doit préparer justement la France à un réchauffement pouvant aller jusqu'à 4 degrés d'ici à 2100. On écoute la ministre et puis on en reparle juste après. La France se place comme l'un des pays pionniers en matière d'adaptation. Le plan européen d'adaptation, qui sera publié fin 2026, s'inspire d'ailleurs grandement de l'ensemble des mesures que nous avons fixées dans le nôtre. Et nous l'avons publié donc quasiment 2 ans avant que le plan européen ne sorte. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce plan mis en œuvre par le gouvernement? On tente de vanter les progrès, les efforts aussi, l'argent qui est mis sur la table pour essayer de faire avancer le sujet. Alors, je n'avais pas de retour sur les mots du ministre, mais ce n'est pas grave. En fait, on peut commenter en général le plan d'adaptation au changement climatique. Moi, ce que j'ai lu du plan, on voit des narratives et des analyses qui sont très, très exactes, sont très bien faites. Le doute reste sur les moyens qui sont mis dedans. Et c'est souvent comme ça dans ce type de réforme. On a des bonnes idées, mais après, il faut vraiment les mettre en œuvre. À la fois comme moyenne et à la fois comme, effectivement, décision exécutive. Et c'est ça que je ne vois pas trop venir. Et c'est un très mauvais calcul, encore une fois. Là, on est en train de s'appauvrir, en fait, en laissant ces phénomènes faire leurs dégâts. Vous savez, il y a eu je vous dis juste un chiffre, pour ne pas ennuyer trop. On commence à calculer, nos collègues économistes commencent à calculer les prix des canicules, à mettre un peu, à savoir combien ça coûte. Et on a un chiffre? Oui, donc par exemple, l'été 2025, on s'en souvient, l'année passée, il y a eu beaucoup de canicules. Ça a coûté à la France 10 milliards, mais seulement d'impact direct sur la perte de productivité. Après, ces dégâts économiques se propagent dans l'économie et donc ils continuent à faire des dégâts les années suivantes, au point qu'ils estiment les dégâts à l'horizon de 5 à 10 ans à 40 milliards, que pour la France. Au niveau européen, on parle plutôt de 200 milliards. Alors, c'est des chiffres qui ne parlent pas beaucoup aux gens. C'est censé parler, ça, au gouvernement? Au gouvernement, ça devrait parler. 10 milliards, c'est la moitié d'un point de PIB, par exemple. Vous parlez du coût économique, il y a aussi le coût humain. Moi, j'ai un chiffre, 5 722 personnes tuées à l'été 2025, c'est énorme. Oui, tous les ans, il y a de l'ordre des milliers de morts pour des canicules. Et ça compte pas, et vous voyez, ça compte pas aussi les blessés, les gens qui sont hospitalisés. Et donc ça, c'est des tragédies humaines. On a souvent tendance à dire que ce sont les plus fragiles, qui ne résistent pas aux canicules. Est-ce que c'est vrai, ça, déjà? C'est les plus fragiles qui sont plus affectés. Mais est-ce qu'on décide que pour autant, on n'en fait rien?
Je ne crois pas. En fait, toute mort, c'est une mort anticipée, si vous voulez. Je pose cette question parce que pendant la canicule de mai, l'épisode de mai, on a vu beaucoup de jeunes pris en charge aux urgences parce qu'ils s'étaient mis à faire un jogging, une course, pensant pouvoir justement résister. Hein. Tout à fait. Ça arrive. En fait, ce n'est pas que les vieux et les enfants qui souffrent. Mais aussi, c'est un débat un peu moral. Là, on rentre un peu dans des choix de société. Et je me souviens qu'on en avait discuté au temps du Covid. Vous vous en souvenez? Est-ce que c'est les vieux qui meurent? Alors, est-ce qu'on doit ne rien faire? Et après, on avait un peu décidé ce débat. Non, il faut tout faire pour ne pas avoir de morts. Et après, il ne faut pas être cynique. Mais en fait, les économistes savent aussi calculer le coût d'une mort anticipée. Et ça, ces chiffres, 1 milliard, encore plus, qui s'ajoutent à ces coûts économiques dont je vous parlais tout à l'heure. Vous parliez de la période du Covid. De la même manière, aujourd'hui, ce sont les soignants qui sont en première ligne. J'évoquais les conseils dans une précédente édition de Santé publique France, qui rappellent évidemment les gestes simples mais importants. S'hydrater avant d'avoir soif, se mettre à l'abri de la chaleur autant que possible. Des soignants qui seront donc sur cet épisode, une fois encore, en première ligne. Regardez. Gwenaëlle Herman est auxiliaire de vie. Aujourd'hui, elle veille surtout à l'hydratation des personnes âgées, comme Anne-Marie. Vous n'avez pas trop chaud en ce moment? Je fais quand même attention à moi, à ne pas faire d'imprudence. Elle rend également visite à ce couple de retraités, particulièrement vulnérables à la canicule. On ne sortira pas ou peu. Si on est obligé de faire quelques petites courses, on ira. Mais sinon, on restera là, puisque là, il ne fait pas trop chaud. Non. Dans cette EHPAD de Villeurbanne, même constat. Plusieurs fois par jour, les aides-soignantes veillent sur les résidents. N'oubliez pas de boire. Yvette, 95 ans, ne supporte pas la chaleur. Le mois dernier déjà, son corps a été mis à rude épreuve. C'est la chaleur qui me rend malade. Je pense à boire. Malgré qu'on n'a pas soif, j'arrive à boire quand même. À quelques mètres, une pièce est réglée à une température agréable pour éviter que les 56 pensionnaires ne tombent malades. Quand ils sont là, c'est à 24-25. Cela permet, vous voyez qu'ils sont, comme ils sont à l'aise, là ils sont détendus, donc là ils sont bien. Dans la région lyonnaise, le pic de chaleur est attendu dimanche avec 40 degrés à l'ombre. Voilà, donc le plus difficile qui est encore devant nous. Je parlais des annulations et des appels à par exemple, à fermer les écoles. C'est important de tirer un trait sur le programme qu'on avait peut-être prévu comme ça quand il fait chaud, y compris pour les plus jeunes. Moi, je pense qu'à terme, on pourrait penser à un aménagement des horaires. Si on pense au pays chaud, on commence plus tôt et on peut finir plus tôt. Donc, on n'y est pas encore. Hein. Profiter 2 heures plus fraîches. Et en fait, ça donne un peu une idée de comment toute la société peut s'adapter à une situation de climat différent, en changeant les habitudes, les horaires, l'infrastructure, le bâti, l'urbanisme. Donc toutes ces choses peuvent être faites et il faut le faire avec courage parce que sinon ça va être beaucoup plus cher. Vous sentez cette volonté aujourd'hui des autorités alors je parlais du gouvernement, il y a aussi les autorités au niveau local de vouloir vraiment changer nos habitudes, parce que c'est de ça dont on parle, venir travailler plus tôt le matin, finir sa journée plus tôt, il faut changer, rompre avec des habitudes. Alors moi je pense qu'il faut que les travailleurs, les entreprises, les acteurs de la société et de l'économie se rendent compte qu'il y a leur intérêt de faire ça, de faire des adaptations. Parce que toutes les fois qu'il y a une canicule, c'est les entreprises, surtout celles qui travaillent à l'extérieur, c'est au bâtiment, à l'agriculture, aux livreurs, qui ont des pertes de productivité qui peuvent porter aussi à la faillite. Ouais. Donc si on ne peut pas travailler, ils ont intérêt à aménager, à faire ces transformations. Donc moi j'exhorte le monde de l'entreprise à se rendre compte que c'est leur intérêt de faire ça. On répète souvent que pour trouver la fraîcheur, il faut se rapprocher des zones vertes. Comment végétaliser nos villes, c'est un moyen assez efficace pour limiter évidemment la chaleur que de se réfugier sous les arbres. Eh bien, la température peut y baisser parfois jusqu'à 4 degrés. Ce n'est pas rien. À Toulouse, la municipalité a planté plus de 120 000 arbres. On parlait d'initiatives locales. Vous voyez tout de suite ce reportage de Marie-Candice Delouvrier et David Bresse. Pour se protéger des rayons du soleil, cette famille toulousaine a choisi l'ombre d'un arbre, sans hésiter. On respire, ça fait du bien. Ça fait toute la différence? Ah oui, je trouve, oui. Parce qu'au soleil, c'est lourd. Là, il n'y a pas de transpiration. Pour éviter la fournaise pour cet habitant, rien ne vaut leur feuillage. C'est la solution pour tout. Que ce soit pour la fraîcheur, pour l'oxygène.
Inauguré récemment, ce parc de 7 hectares est un nouveau poumon vert pour la ville rose, grâce à ces massifs sur lesquels travaillent encore ses employés. En 6 ans, la ville a planté 124 000 nouveaux arbres. Voici par exemple les allées Jean Jaurès en 2020 et les mêmes aujourd'hui. La surface arborée représente désormais 52 mètres carrés par habitant, c'est 10 de plus qu'en 2019. Exemple, sur cette rue, où des places de parking ont été remplacées par ces arbres, plus efficaces à l'heure du déjeuner que de simples parasols. La chaleur qui sort du sol, elle reste à l'intérieur des parasols, ce qui fait qu'il fait vraiment très très chaud au bout d'un moment sur les parasols. Qu'une ombre d'un arbre, ça va respirer, il y a l'air qui va passer et du coup ça change complètement la donne. Effectivement, notre thermomètre indique 30,5 degrés en pointant le sol sous les arbres, mais plus de 33 degrés sur le trottoir en face. L'arbre est un climatiseur naturel, mais pas uniquement grâce à son ombre. En pompant l'eau du sol et en l'acheminant jusqu'aux feuilles, il transpire de l'eau qui rafraîchit l'air ambiant, à condition que celui-ci ne dépasse pas 40 degrés. Mais tous les quartiers de Toulouse ne peuvent pas accueillir de nouveaux arbres, le centre historique en est largement privé. Dans le secteur médiéval, si les rues sont vraiment très étroites, c'est difficile. À certains endroits, il faut dévoyer des réseaux, ce qui est très compliqué, très cher. À d'autres endroits, on a d'autres contraintes. Bref, la tâche n'est pas facile. Il faut aussi patienter plusieurs années avant qu'un arbre jeune ne produise une ombre suffisante. Pas de quoi décourager Toulouse, qui promet de doubler le rythme des plantations avec 200 000 arbres supplémentaires d'ici 6 ans. Ça a l'air assez simple sur le papier comme ça, planter des arbres et ça rafraîchit. Est-ce que c'est aussi simple ou c'est un peu plus complexe? Alors, planter des arbres, c'est toujours bien. Mais on ne peut pas penser que ça résolve tout. Il y a des limites à l'adaptation. Alors, il y a des limites différentes. Donc, c'était très bien l'explication sur l'évaporation de l'eau dans les feuilles qui réfléchit, mais ça vous montre aussi comme ça déplace le problème sur la ressource en eau. Donc, si on exagère, et surtout dans ces situations de sécheresse, comme ça arrive de plus en plus souvent, surtout dans la partie sud de la France, l'effet des arbres est limité à quand l'eau du sol est terminée. Et après, il y a aussi une limite qui est purement une limite matérielle d'espace. D'accord ? Donc, ça vous montre comme à la fois, il faut faire des mesures d'adaptation comme celui-là, mais il ne faut pas oublier que la vraie cause est la consommation d'hydrocarbures. Donc, il faut changer le modèle énergétique, il faut arrêter de brûler du pétrole et du gaz. Ça, c'est la vraie solution. Et les deux choses doivent être faites ensemble. Il faut à la fois atténuer et à la fois s'adapter. Parce que s'adapter, c'est nécessaire au point où on en est, mais on ne pourra pas s'adapter à tout. On ne pourra pas s'adapter au réchauffement très, 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 très fort. Les arbres comme ça plantés dans les villes, ça reste du maquillage à côté des émissions de CO2 qu'on peut libérer comme ça dans l'atmosphère. Non, je ne dirais pas que c'est du maquillage. Il faut planter des arbres. Les arbres ont seulement des impacts positifs par le rafraîchissement, par l'ombre, mais aussi, par exemple, parce qu'ils ont un effet direct sur la santé publique. Ça, c'est un peu moins connu, mais en fait, il y a des études qui montrent ça très clairement. Les gens sont plus en forme s'il y a des arbres, donc ils vont moins aux urgences, ils utilisent moins de médicaments, et donc à la fin, il y a un épargne pour la communauté, pour la santé publique. Donc vous voyez, de toute façon, c'est un bon investissement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas penser que ça va tout résoudre. Quel temps perdu quand on voit qu'on a retiré les arbres des villes. Je vous parlais en off à l'instant des arbres qu'on a retirés des cours de récréation, parfois parce que jugés trop dangereux, les marronniers avec des marrons qui tombent sur les enfants. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de rebudgéter la réimplantation et la végétalisation des cours d'école, mais qui ne se produisent pas forcément parce que c'est trop coûteux. On a perdu beaucoup de temps quand même. On a perdu énormément de temps et on continue à en perdre dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, malheureusement, dépend du climat politique global et aussi du climat politique français. Donc il faut aussi surveiller à que les gens que nous allons voter dans les élections soient très, très vertueux dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous croyez que le climat sera l'un des enjeux de la prochaine élection? Alors je sais que oui pour vous, mais dans les discours de campagne, autant il y a quelques années on parlait beaucoup de climat, on a le sentiment que beaucoup moins maintenant qu'il y a des guerres à nos portes. En fait, étrangement, parce qu'il y a une question scientifique comme le changement climatique ne devrait pas l'être, mais le changement climatique est devenu un marqueur politique. Il est devenu un marqueur politique surtout parce qu'il y a des gens qui se cachent les yeux.
Okay, donc voilà. Et dans une période de crise idéologique, de crise politique, on utilise des choses comme ça. Mais le changement climatique est là. Il faut prendre la réalité au sérieux. On ne peut pas jouer avec. Oxfam, je reprends les mots de tout à l'heure, qui juge que le changement climatique est une bombe sanitaire passée sous les radars du gouvernement français, parce qu'on parle de l'action du gouvernement français ici. Bah oui, je comprends, j'entends leur phrase. Je pense que, comme je vous disais, il y a de bonnes intentions qui ne sont pas accompagnées par les moyens et les mises en application. Mais on est bien mieux que d'autres pays. On est bien mieux que qui, par exemple ? Par exemple, les États-Unis. Mais Est-ce que c'est pas facile de toujours se dire on est mieux que les États-Unis ? Parce que quand on voit la politique climatique aux États-Unis, c'est facile de faire mieux. C'est vrai. Et il y a aussi des pays qu'on ne s'attendrait pas, mais qui ont des comportements qui sont beaucoup plus vertueux, comme la Chine, par exemple. Mais est-ce qu'on peut se justifier à la lumière de ces affirmations ? Non. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte global. Et donc, il faut regarder autour de soi. Ça nous fait un peu penser à l'enfant qui dit à ses parents, il y en a qui ont une moins bonne note que moi, donc ça va. On peut reparler de Paris, parce que vous me disiez en début d'interview, c'est à Paris, dans la région parisienne, dans le bassin parisien, qui va faire le plus chaud. Paris, c'est une cuvette, pour ceux qui nous regardent. 40 degrés à peu près. Je crois qu'on recevait un auteur du GIEC il n'y a pas longtemps sur ce plateau qui nous disait on a étudié les températures qui pourraient atteindre les 50 degrés dans la capitale, peut-être même cet été. 50, on peut résister à ça ? Moi, je pense que c'est très difficile de s'adapter à une température de ce type. Alors, j'ai fait cette étude avec la personne que vous citez, et effectivement, on a trouvé des cas de dépassement de 50 degrés quelquefois dans les modèles futurs vers la moitié ou la fin du siècle. Donc, c'est quelque chose qui reste improbable, mais qui devient possible, alors que c'était impossible auparavant. Et encore une fois, on peut s'adapter à tout, mais pas à des températures de ce type-là. Donc l'adaptation ne suffit pas, il faut aussi atténuer le changement climatique. Vous nous dites donc des températures extrêmes pour cette première vraie vague de chaleur, en tout cas premier vrai canicule pour la saison, qui vont durer à peu près donc une semaine. Une semaine, 10 jours, je dirais. Une semaine, 10 jours. Et après cela, quand on a comme ça des phénomènes très très tôt dans la saison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on risque d'en avoir d'autres derrière ou pas ? Il y a un effet de mémoire qui réside surtout dans l'évaporation de l'eau du sol. Donc si les fortes chaleurs font évaporer l'eau et donc ils créent une sécheresse de la surface du sol, ça augmente la probabilité de canicule. Et effectivement, on est déjà dans des conditions de sol sec au début de l'été. Donc il y a une probabilité accrue, mais la canicule dépend surtout de la variabilité météorologique. Et ça, on pourra la prévoir avec quelques jours d'avance, donc surveillons les prévisions du temps. On est déjà en mesure de dire que l'été va être chaud, très très chaud cette année. Alors, il y a des prévisions qu'on peut faire à 3 mois, et c'est des prévisions du type que vous dites. C'est-à-dire, est-ce que l'été va être plus chaude que normal, moins chaude que normal, est-ce qu'elle va être beaucoup plus chaude ? Et pour l'instant, les dernières prévisions, effectivement, font été d'un été plutôt plus chaud que normal. Mais vous savez, maintenant, on calcule la normale sur une période passée, et donc la plupart des étés... Oui, c'est quoi la normale aujourd'hui, maintenant ? La plupart des étés, par rapport à la normale calculée autour des années 80-90, sont plus chaudes. Et par contre, on ne sait pas dire combien et quand il y aura des canicules. Ça, on pourra le dire seulement quelques jours d'avance. Donc, il faut quand même que les réactions, on soit prêts à réagir avec quelques jours d'avance. Vous nous trouvez prêts là pour le coup, parce qu'en mai, on n'a pas été totalement prêts et on disait c'était beaucoup trop précoce. Moi, je me souviens dans l'école des enfants, on a amené les ventilateurs le dernier jour dans les salles de classe. Là, est-ce qu'on est prêt cette fois ? Mais non, on n'est pas prêt. Et ça, c'est toujours désolant de voir ça. Je ne veux pas exagérer le propos quand même, parce qu'on a fait beaucoup d'améliorations. Si on pense à ce qui s'est passé en 2003, où la chose a vraiment pris par surprise les grosse autorités. Canicule où il y avait beaucoup de décès. Et il y a eu 15 000 morts, parce que les services de santé ont été dépassés, parce que l'autorité publique n'était pas prête à faire ça. On a appris des choses depuis, et donc le nombre de morts ont baissé, heureusement, mais il y en a encore. Donc vous voyez, on peut améliorer les choses, on peut apprendre, on peut s'adapter, il faut juste le faire. Et ne pas trop se féliciter peut-être des progrès accomplis et se tourner vers l'avenir sur ce qui peut être fait encore mieux. Merci beaucoup. Fabio D'Andrea, merci d'avoir été l'invité de l'info du jour en cette journée caniculaire, mais ce n'est que le début, donc courage à vous. Restez avec nous parce que l'info se poursuit dans ce Paris Direct. On va se retrouver dans quelques